Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture pour parler de 4 avis lecture et ça va être 4 avis poche. Voilà, ça change, hein. 4 avis sur des livres au format poche Non, j'allais dire 4 maisons d'édition différentes, non, pas tout à fait, mais on va avoir plusieurs genres et globalement de bonnes lectures, hein. Enfin, voilà. Peut-être pas des coups de cœur non plus, mais des lectures que j'ai beaucoup aimées et c'est pas la première fois que je lisais ces auteurs non plus, donc voilà, installez-vous bien. On y va. Alors, les 4 livres dont nous allons parler, ce sont ceux-là. Donc vous voyez, très différents, hein, très différents. Nous avons « Et que quelqu'un vous tende la main » de Karen Ponte chez Pocket, mais c'était un livre audio pour ma part. Le premier livre que j'ai lu dans le cadre du challenge Polar Nordique été 2023 que j'organise, La Cité des Jarres d'Arnaldur Indridason. Les étincelles de Julien Sandrel, beaucoup de choses à vous dire sur ce livre, notamment c'est le dernier livre que j'ai lu de l'auteur, enfin je suis à jour maintenant donc je suis contente et j'ai fait aussi une lecture commune qui me tenait à cœur, je vous en parle quand je vous parlerai de ce livre, et puis un nouveau tome de Charcot et Henbel dans mon rattrapage de retard de cette série. Il était excellent, enfin voilà, j'ai trop hâte de vous parler de tous ces livres. C'est parti, on commence avec « Et que quelqu'un vous tende la main » de Karen Ponte, que j'ai donc passé en livre audio, et pour info il est disponible sur Nextory, donc vous avez toujours un lien en barre d'infos si vous voulez bénéficier de 45 jours offerts sur Nextory. Et moi les livres de Karen Ponte, je les adore en audio. Alors, je peux pas dire je les préfère en audio qu'en papier parce que j'ai jamais vraiment pu comparer, mais je les aime tellement en audio, enfin ça devient assez embêtant parce que je crois que je n'aime que les livres de Karen Ponte en audio, enfin j'exagère, mais j'arrive vraiment à rester à chaque fois hyper attentive tout au long de ma lecture, y compris comme en ce moment où je fais de la lecture audio, j'écoute des livres audio uniquement en voiture, donc voilà, c'est pas, il y a des petits moments où je peux décrocher, mais franchement avec les livres de Karen Ponte, quasiment jamais en fait, c'est assez surprenant, j'ai même pas d'explication, mais voilà, pour moi c'est un vrai plaisir quand je vais au travail ou quand je reviens du travail d'écouter un livre de Karen Ponte, et en l'occurrence « Et que quelqu'un vous tende la main », alors que j'ai beaucoup aimé, mais ce n'est pas mon préféré. Si je continue juste sur le format audio, faut savoir que c'est un roman choral et il y a bien 3 lectrices. C'est un roman choral, ensuite 3 personnages, et dans la version audio c'est très bien refait puisque on a bien 3 lectrices différentes pour faire du coup les différentes voix et tout, et ça me plaît beaucoup. Enfin voilà, je trouve que ça permet aussi, ça aide aussi à être attentif du coup à la lecture. Je pense que si ce n'est pas mon préféré, c'est parce que je l'ai trouvé extrêmement émouvant. Je vous ai même dit sur Instagram, triplement émouvant, parce qu'en fait on suit 3 personnages, 3 femmes qui ont vécu chacune une blessure. C'est aussi pour ça qu'elles se rencontrent en fait, parce qu'elles vont se rencontrer, enfin remarque, je dis ça oui et non, mais bon bref, elles vont se retrouver dans une maison de repos, notamment 2 d'entre elles sont pensionnaires dans cette maison de repos, et ouais, elles ont toutes les 3 des blessures, des choses très difficiles. Et autant quand il y a un personnage qui vit quelque chose de difficile, ça va. Quand c'est 3, ça prend vraiment. Et c'est dur en fait. Peut-être que du coup, il est un peu moins léger que certains. Il est peut-être plus intense. Beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et comme Karen Ponte écrit vraiment très bien et arrive extrêmement bien à nous faire ressentir les émotions, du coup, bah, ça fait 3 vagues d'émotions fortes et assez tristes. Et c'était pas toujours évident dans l'écoute, voilà. Et en même temps,
eh bien, voilà, comme je vous dis, c'est extrêmement bien écrit. On arrive à se mettre à la place des personnages. Et en fait, les trois personnages, donc Valérie, Anna et Charline, elles vont faire connaissance, elles vont s'apprécier, elles vont s'écouter et elles vont s'entraider. Et même si chacune a une blessure, a une problématique, a une blessure il faut passer au-delà de sa blessure, etc. Bah, en fait, elles sont toutes les trois dans ce cas-là. Mais elles vont réussir à se concentrer sur les problèmes des deux autres pour aider à les faire guérir, pour les aider à comme passer au-dessus, entre guillemets, même si c'est pas le bon mot, mais ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, leur lien est assez vite très fort parce qu'elles souffrent et qu'au bout d'un moment elles se confient sur leur souffrance et à partir de là une forte amitié est née en fait. Et voilà, on arrive à suivre tout ça, on arrive à comprendre, c'est crédible, voilà, c'est crédible, on y croit, même si c'est très fort, même si c'est très rapide, c'est crédible, ça paraît vraiment logique, ça paraît vraiment possible. Donc voilà, encore une fois, moi j'apprécie beaucoup les livres de Karen Pont. Je continue à beaucoup les apprécier, même si comme je vous dis, ce livre c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de blessures, mais forte amitié, fort lien et c'est vraiment très beau et j'ai aimé la façon dont c'était rédigé, j'ai bien aimé cette construction en roman choral et puis j'ai bien aimé la fin mais je peux pas vous dire la fin. Je voudrais pas spoiler. Voilà, donc encore un excellent livre de l'autrice et que quelqu'un vous tende la main. Et puis celui-ci, je l'avais fait dédicacer à Vannes, je crois. Je sais plus. Si, je crois que c'était à Vannes. Donc voilà pour ce livre de Karen Pont. On change totalement d'ambiance, mais en fait ça se voit sur la couverture. Parce qu'on vient de passer de cette couverture qui paraît gaie mais pas trop non plus à cette couverture qui paraît noire. Ça pourrait annoncer vraiment un roman avec une sacrée noirceur et c'est vrai. C'est vrai, vraiment j'avais oublié en fait, j'avais oublié que Arnaldur Indridason dans sa série Erlendur, je peux pas parler pour ses autres livres parce que je les connais pas, mais dans sa série Erlendur il y va dans cette noirceur. Il a une vie familiale qu'on ne lui envie pas du tout. Et plus je lis cette série et plus je me demande comment l'auteur a pensé à cette... comment l'auteur en fait a pensé à cette famille, à ces personnages. Je trouve ça dur, je trouve ça très fort, dans le sens, ça fait beaucoup pour un seul homme. Et il est tiraillé, hein, notamment par rapport à sa fille, qui est toxico, et voilà, c'est pas... alors l'avantage c'est qu'elle traîne dans certains milieux, mais c'est aussi un inconvénient, surtout pour son papa. C'est le premier livre que je lisais pour le challenge Polar Nordique été 2023 que j'organise. Donc je suis contente de retrouver l'inspecteur Erlendur, même si il m'a fallu un petit moment quand même pour entrer dans l'histoire, quelques dizaines de pages, vraiment pour me replonger dedans. Je vous dis, c'était très noir et c'est ça qui m'a prise un peu au début en fait, cette noirceur et... ça faisait beaucoup, c'est peut-être pas ce que je voulais à ce moment-là, et puis bon, j'ai continué, et puis après, très vite, en fait, on est pris par l'histoire, on est pris par cette enquête qui est vraiment très addictive, oui, qu'on aime beaucoup en fait, qu'on aime suivre et on a hâte d'arriver jusqu'au bout. J'avais acheté ce livre au Quai du Polar il y a 1 an et demi et je l'avais acheté parce que l'auteur était là, donc j'avais pu avoir une dédicace, alors une petite dédicace hein, parce que ça va très très vite avec cet auteur. Voilà. Et en fait, j'avais demandé conseil pour savoir quel était le premier tome à lire et tout, puis on m'avait dit c'est celui-ci, la cité déjà. Après, de ce que j'ai compris, c'est
peut-être son plus connu, mais c'est pas le premier. Cette série, elle est pas évidente à suivre, et c'est peut-être comme ça aussi qu'on peut résumer les polars nordiques. La première étape quand on veut lire des polars nordiques, c'est de mener son enquête pour savoir quel est le tome 1. Voilà. Après, on peut avoir des écoles différentes, et notamment sur cette série-là, il y a ceux qui disent que celui-ci c'est un tome 3, ceux qui disent que celui-ci c'est un tome 6. Voilà, donc c'est différent parce que, alors il y a plein de raisons différentes pour lesquelles on peut ne pas être d'accord dans l'ordre des séries des polars nordiques. Celui-ci, pour moi, c'est un tome 3 par rapport à l'ordre dans lequel je lis l'histoire. Parce qu'en fait, l'auteur, il a fait un truc à la Star Wars. C'est-à-dire qu'il a écrit ses livres et puis au bout d'un moment, il s'est dit j'ai une idée, je vais rajouter 3 tomes qui iront tout au début de la série, mais je les écris bien après. Voilà. Donc, normalement, il faudrait lire, pour suivre Erlendur dans l'ordre, il faudrait lire ces 3 premiers tomes, puis continuer avec ceux que j'ai lus moi. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous les citer, mais est-ce que c'est écrit? Non, même pas. Enfin bon, bref, les 3 tomes suivants et celui-ci, donc c'est le 3e. Voilà. Donc soit c'est le 6e si on suit l'ordre d'évolution, presque l'âge d'Erlendur, mais c'est le 3e si on suit l'ordre d'écriture. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en fait, c'est l'ordre d'écriture, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les Islandais, ou les gens en tout cas, ont découvert les livres d'Arnaldur. C'est aussi ce que je fais avec la série Charcot, Charcot et Henbel, parce qu'en fait, Franck Tillier indique bien, et je l'ai encore vu en rencontre il n'y a pas longtemps, que le premier à lire, ce serait 1991. Mais il a écrit 1991 bien après. Il avait écrit déjà beaucoup dans sa série Charcot et Henbel avant qu'il écrive 1991, qui est en fait le premier Charcot, dans l'ordre du personnage Charcot, mais absolument pas dans l'ordre d'écriture. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça, parce que l'écriture des auteurs évolue. On le voit, j'ai envie de dire, plus ça va et meilleurs ils sont. C'est ce qui est logique en tout cas. Donc, pour moi, lire dans l'ordre... et du coup, si je pousse ce que je vous ai dit plus loin, ça veut dire que quand je lis une série, je m'attends à ce que chaque tome soit meilleur que le précédent, parce que amélioration de l'écriture quelque part. Et donc, l'auteur accroche davantage, le lecteur, beaucoup de suspense, beaucoup de rythme, des dénouements encore meilleurs, enfin voilà. Je m'attends vraiment à ça, ce qui n'est pas logique, parce que quand on regarde par exemple Agatha Christie avec tout ce qu'elle a écrit, on peut pas dire que ça a été du moins bon jusqu'au meilleur. Déjà son premier, La mystérieuse affaire de Styles, il était très bon. Ensuite les derniers qui sont parus, en fait c'était pas les derniers écrits. Ah oui, il y a aussi cette subtilité, aussi chez Agatha Christie. Donc par contre, c'est l'inverse, parce qu'elle a écrit des livres dans les années 1940, quand Londres se faisait bombarder, qui sont sortis bien à la fin de sa vie. Voilà, c'est encore autre chose. Mais bon, ce que je vous dis n'est pas forcément vérifié, n'est pas forcément... alors logique peut-être, mais en tout cas dans la vraie vie, c'est pas quelque chose qu'on rencontre tout le temps chez les auteurs. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même ça en tête. Donc ça me perturberait de commencer par un tome hyper addictif, hyper bien écrit, puis de tomber sur un premier tome qui était un peu moins bon, parce que c'était le début, et puis un peu moins bon que les suivants, et voilà. Donc là, du coup, La Cité des Jardins, comme je vous explique depuis quelques minutes, c'est pour moi un tome 3, mais je sais que c'est pas un tome 3 pour tout le monde. Très noir, donc beaucoup plus noir que ce que j'avais en tête. C'est un polar islandais, mais alors ne comparez pas du tout avec Ragnar Jonasson, ça n'a rien à voir. Hein. Ragnar Jonasson, c'est un côté très cosy par rapport au livre d'Arnaldur Indridason. Ce qui m'a vraiment fait rire, parce que je vous dis, c'était le premier livre que je lisais dans le cadre du challenge polar nordique de cet été. Et dans les toutes premières pages, on se retrouve avec... Alors, attendez que je retrouve ça. Donc un personnage, un collègue d'Erlendur qui s'appelle Sigurdur Oli, qui dit « N'avons-nous pas affaire à un meurtre typiquement islandais ?»« Hein ?» répondit Erlendur absorbé dans ses pensées. Un truc dégoûtant, gratuit et commis sans même essayer de le maquiller, de brouiller les pistes ou de dissimuler les preuves.
Oui, oui, répondit Erlendur, un meurtre islandais, bête et méchant. Voilà. Comme ça, direct, ça permet de se mettre dans le bain, de se mettre dans les polars islandais. Donc voilà la définition d'un meurtre islandais par Arnaldur Indridason. Bon, après, sur l'enquête, j'ai pas envie de trop vous en dire davantage, parce que c'est un tome 3 ou un tome 6, donc voilà. En tout cas, comme je vous dis, vraiment un tome addictif. Le suivant a l'air d'être très très bien aussi, donc j'ai hâte. J'ai hâte de continuer. J'avais organisé une lecture commune autour de ce tome. Ça va faire comme la série que je suis de William Wisting chez John Lear Horst. J'ai organisé des lectures communes sur, mais comme d'ailleurs beaucoup d'autres livres hein, que je lis pour le challenge, j'ai organisé des lectures communes sur le tome que je dois lire, sur le suivant, et après, eh bien, je continuerai et j'enchaînerai les tomes suivants, mais peut-être pas forcément avec des lectures communes, surtout que je suis pénible parce que ces derniers temps j'avais besoin de lire donc j'ai lu assez vite, et quand on fait une lecture commune du coup avec moi, c'est pas très rigolo, mais bon, il y en a qui lisent vraiment vite aussi dans le challenge, ça me rassure, je me sens moins seule, mais bon, j'ai conscience que c'est pas forcément évident. Voilà, donc La Cité des Jarres d'Arnaldur Indridason chez Point, et c'était bien. Je continue avec Les Étincelles de Julien Sandrel, dans une couverture presque vintage, j'ai envie de vous dire, parce que depuis cette couverture, il y en a eu 2 autres. Voilà. La dernière ressemble davantage à celle-ci, tant mieux. C'est le dernier livre de Julien Sandrel que j'avais à lire pour être à jour. Donc voilà, maintenant je peux vous dire que je suis à jour. Je suis contente. Je suis contente parce que c'est quelque chose que je vous ai dit, notamment dans les vlogs lecture, quand il y avait des événements autour d'auteurs que j'apprécie. À chaque fois je vous dis, ah, j'apprécie l'auteur, mais je ne suis pas à jour dans ses livres. Et je trouve que c'est... Enfin, je trouve que ça n'a pas de sens. Alors, certes, Agatha Christie, si vous voulez, pareil, je vais vous dire, ah, j'apprécie énormément Agatha Christie, c'est mon autrice préférée, mais je ne suis pas à jour dans ses livres. Certes, mais j'en ai lu 2 tiers pour quelqu'un qui a écrit... j'en ai lu 2 tiers, je ne suis pas encore à 60 livres lus, mais pas loin, sachant que je les compte depuis juillet 2019, mais j'en ai lu d'autres avant. Donc voilà, j'y travaille. Mais bon, voilà, c'est... Malgré tout, il y en a un certain nombre et voilà. Mais pour des auteurs qui ont moins de livres, je peux pas dire « Oh, j'adore cet auteur » alors qu'en fait, j'ai pas tout lu. Voilà, par rapport à mon fonctionnement et tout, ça me paraît toujours un peu bizarre, mais voilà, ça ne regarde que moi et tout ce qui est question de légitimité, etc. Avec un petit côté aussi syndrome de l'imposteur parfois. Donc voilà, maintenant je suis à jour dans ces livres, mais ce qui est aussi important pour moi avec ce livre, c'est que c'était ma toute première lecture commune avec ma fille aînée. Et ça, c'est trop bien, c'est trop bien. Enfin, je sais pas si vous imaginez le truc incroyable. Elle vient d'avoir 12 ans. Et en fait, voilà, on a fait notre première lecture commune. C'est même pas un livre jeunesse, c'était un livre de Julien Sandrel. En plus, elle l'a vu à plusieurs salons. Elle l'a vu parce qu'elle m'accompagnait. Elle l'a vu aussi parce que elle-même, elle a lu La Chambre des Merveilles. Là, c'était son 2e de l'auteur. Donc, elle a pu aussi parler et échanger un peu avec lui. Donc voilà, je suis contente, je suis très contente d'avoir partagé ça avec elle. On a commencé ensemble, puis après voilà, on n'a pas forcément eu le même rythme de lecture. Et enfin, on l'a fini vraiment pas à 3 semaines d'intervalle non plus, hein, mais voilà, c'était chouette d'en discuter avec elle, d'échanger, parler de nos hypothèses et tout ça, parce qu'il y a des hypothèses à faire dans ce livre. C'est pas du tout un Julien Sandrel classique. On est presque sur une enquête en fait. Et sur une enquête autour d'un sujet hyper grave. Et quand on creuse le sujet, ça fait froid dans le dos. Ça paraît réel, ça paraît possible. Voilà. Donc, bon, c'est un sujet que j'ai bien aimé. Pas mon préféré du tout. Parce que moi j'ai beaucoup aimé les derniers, j'ai beaucoup aimé La Chambre des Merveilles qui est le premier que j'ai découvert, même si je l'ai découvert bien après tout le monde. Donc voilà, mais vraiment je l'ai trouvé bien, hein. Enfin ça reste un Julien Sandrel, peut-être un peu moins d'émotion que ce qu'on peut avoir dans les autres.
Mais voilà, ça reste une écriture hyper addictive. Une fois qu'on commence, on a envie de le lire comme ça en un après-midi, tellement on est bien dedans. Comme je le disais avec ma grande, je l'ai lu avec un autre regard. Parce que non seulement je l'ai lu moi avec, avec mon propre regard, ce que j'ai pensé du livre, de différentes scènes et tout, mais j'imaginais ce que ma grande pouvait elle-même imaginer, comment elle pouvait interpréter ce qui se passait, etc. Donc ça c'était assez amusant. Et comme le personnage principal, c'est une jeune femme et on la suit, puis elle est... c'est une jeune femme qui paraît peut-être plus jeune que son âge, ou je sais pas. Mais entre ça, plus le fait que je lisais avec ma grande, limite, j'avais l'impression d'être dans un livre young adulte. Ça me faisait penser au syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Enfin, quand je vous dis ça, si vous avez lu les deux, vous devez vous demander le point commun que je trouve. Mais c'est notamment ce personnage principal, même si elles n'ont pas du tout le même âge. Mais pourtant, ça m'a fait penser à ça, en fait. Donc voilà, on ne pourrait pas dire que c'est un livre young adulte non plus, mais tout à fait adapté à des plus jeunes que des adultes. J'ai été surprise à certains moments, vraiment surprise, je ne m'y attendais pas du tout, alors que ma grande s'y attendait davantage, comme quoi. Et donc ce fameux personnage de Phoenix, donc celle qui raconte l'histoire, donc il y a ce côté peut-être fraîcheur, c'est peut-être ça en fait qui me fait penser éventuellement à un livre young adulte. Et encore, je l'ai trouvée hyper dynamique et elle est amenée à voyager et on la suit en fait. Donc le livre, avant d'arriver à des sujets que je peux pas du tout aborder au risque de vous spoiler, je peux en tout cas vous dire que au début du livre, on suit Phoenix, son frère César et sa maman. Et en fait, il y a 3 ans, son père est mort dans un autre pays avec une femme que sa mère ne connaissait pas. Et du coup, voilà, il y a plusieurs émotions qui ressortent, il y a plusieurs réactions. Et donc, là, Phoenix, elle a rayé de sa tête tous les souvenirs avec son père. Enfin, vu ce qui s'est passé, le fait que comme ça, son père s'est tué dans un accident de voiture en allant rejoindre sa maîtresse, en fait, c'était trop, c'était trop, beaucoup, ça fait beaucoup. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses par rapport à tout ça. Et puis, donc on le comprend très vite, on le voit au début du livre, mais ensuite, il va y avoir d'autres sujets très prenants et qui font assez froid dans le dos. Voilà. Donc, un bon livre de Julien Sandrel. Pas mon préféré, pas le meilleur à mes yeux, mais en tout cas très bien. Et maintenant, je suis prête pour l'année prochaine, quand il y aura le prochain. Le livre suivant dont je vais vous parler, c'est Charcot de Franck Tillier. Je continue donc ma découverte des tomes de Charcot et Henbel, mais j'ai bien avancé parce que là c'est le 6e qui regroupe Charcot et Henbel, sans compter les 2 qu'on avait uniquement côté Charcot et les 2 qu'on avait uniquement côté Henbel. Voilà, donc si on a les 2, plus là le 6e, ça fait déjà pas mal. Et après celui-ci, il m'en reste 2 avec Lucas et La Faille. Voilà, je ne parle pas de 1991, je vous en ai parlé tout à l'heure, je le lirai, je ne vais pas dire comme un one-shot, mais en tout cas comme un tome vraiment détaché de toute la série, d'autant plus que Franck Tillier l'a écrit bien après les tout premiers, bien après les tout premiers. Alors, je commence à bien connaître la série, du coup, je commence à bien connaître la construction, je commence à bien connaître la façon dont fonctionne Franck Tillier, si bien que j'ai débuté ce tome sans rien lire de la 4e parce que je lis jamais les 4e, et je me suis dit bon alors c'est quoi le sujet scientifique ce coup-ci? Je l'ai découvert, c'était le sang,
Donc, hyper intéressant, beaucoup de choses autour du sang, et puis comme Franck Tillier sait le faire, c'est une vision 360 du sang. C'est à la fois le sang sur un point de vue biologique, vraiment, les groupes sanguins, enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, dont du sang, etc. Mais aussi des choses en lien avec des croyances et tout, parce que il ajoute toujours cette petite touche-là. Ce qui, alors bien sûr qu'il y a des choses scientifiques et c'est aussi ce qui me plaît, mais il n'y a pas que ça, il fait vraiment tout le tour du sujet qu'il a choisi. Donc du coup le sang, voilà, très bien, donc hâte de voir justement ce qu'il allait traiter autour du sang. Et puis, eh bien derrière, j'avais aussi hâte de rencontrer des spécialistes dans le livre. Et donc ces fameux spécialistes, à chaque fois, vont nous informer, en fait, vont nous apprendre des choses sur le sujet choisi. Donc voilà, c'est au point où je me doutais que l'auteur allait parler allait faire parler des spécialistes. Donc à chaque fois que j'en voyais un, je dis ah, c'est peut-être lui qui va nous donner des infos. Elles ont un peu tardé par rapport à d'autres livres, mais c'est pas grave, elles étaient là, et moi j'ai pris des petites notes que j'ai mises dans mes citations Babelio, parce que c'était encore une fois hyper intéressant. Voilà, donc un tome qui m'a pas du tout déçu par rapport à cette partie-là, donc ce schéma au final qui se répète, qu'on connaît, mais il arrive à se renouveler sur d'autres choses, même si on est sur des schémas assez comparables, semblables, etc. C'est très différent de la série de Martin Servaz où Bernard Minier va vraiment changer énormément de choses. Il va changer les constructions, il va changer la position de Martin Servaz par rapport à l'enquête, etc. Enfin, vraiment, Minier se renouvelle beaucoup plus dans chaque tome que ce que peut faire Franck Tillier, mais c'est déjà bien, je me lasse pas en tout cas moi des tomes de Franck Tillier non plus, même s'ils sont beaucoup plus semblables d'un tome sur l'autre. Et alors là, c'était assez fou parce que l'enquête était hyper rythmée. C'est un livre qui fait plus de 600 pages, 620 et quelques pages il me semble. Je l'ai lu en moins de 24 heures et quand j'ai terminé, j'étais comme essoufflée. Enfin voilà, le rythme était haletant jusqu'au bout. J'ai eu très peur pour les personnages. Alors, j'ai toujours peur pour les personnages parce que Franck Tillier fait pas de cadeaux à ses personnages, y compris à ses personnages secondaires, voire même surtout pas à ses personnages secondaires, parce que Franck Tillier ne fait pas de cadeaux à ses personnages, y compris les personnages principaux, voilà, même surtout pas. C'est vraiment eux qui en prennent à chaque fois. Je tremble pour eux à chaque tome. Je me dis à un moment donné, il y en a un qui va partir. Enfin, ce serait possible. Voilà, ce serait possible. Donc voilà, je crains pour eux. Ils les épargnent pas. Puis là, on sent dès le début, en fait, les choses sont posées très vite et on sent qu'on va trembler pour eux. Le livre commence avec un prologue qui ne met pas du tout en scène Charcot et Henbel. Voilà, un prologue qui démarre très fort. En revanche, la place du sang, il n'y a pas de souci, on le sent dès le prologue. Mais c'est un prologue qui va fort. On voit qu'il va aller loin, en fait, Franck Tillier, sur un sujet. On se dit, c'est pas possible, il va pas aller aussi loin, il va pas aller aussi loin. On finit le prologue et on se dit, ah si, il y a été. Et ensuite, on lit le premier chapitre avec principalement Henbel. Pareil, on la voit avancer dans un truc et on se dit, c'est pas possible, il va pas se passer ça, c'est pas possible. Et si, il se passe ça. Ok, donc on se prend 2 claques entre le prologue et le chapitre 1. Et puis après, eh ben, on va continuer le livre avec cette tension mise dès le chapitre 1. Cette tension, ce rythme, et voilà, qui s'arrête pas jusqu'à ce qu'on ait terminé le livre. Donc, c'est assez dingue. Voilà, c'est assez dingue. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je les trouve de mieux en mieux. Je les trouve meilleurs, en fait. Et pourtant, c'est pas mon préféré parce que il y a d'autres sujets scientifiques qui m'ont plus marqué, touché, intéressé. Mais sur le rythme, il est quand même très bon. Très, très bon. Donc voilà, un excellent tome. Pas mon préféré, mais pas loin. Et en fait, ce qui m'a fait aussi beaucoup aimer ce tome, c'est parce que je lis la série dans l'ordre. Donc si j'ai peur pour les personnages, c'est aussi parce que je les connais depuis un moment. Enfin, un moment. Depuis beaucoup de livres, même si j'ai découvert toute la série récemment. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc,
Donc en fait, je ne peux que vous conseiller de lire la série dans l'ordre. Ça rendra chaque tome encore plus puissant en fait. Parce que la vie privée des personnages, elle est très présente. Quand je parle de vie privée, c'est pas uniquement la vie privée en dehors du travail de chacun, non, c'est aussi la vie au travail, c'est aussi les relations entre les différentes personnes de l'équipe en fait. Donc voilà, tout ça, ça compte et tout ça c'est un fil rouge qu'on suit depuis un petit moment et qui s'est vraiment construit en fait au fur et à mesure et tout. Il y a des références au tome d'avance sans vraiment spoiler, mais c'est vrai que si vous les lisez dans l'ordre, c'est mieux en fait, c'est mieux parce que chaque tome deviendra plus puissant par tout ce que vous savez et toutes vos attentes et tous les attachements qu'on peut avoir aussi à chaque personnage. On s'attache au fur et à mesure à eux, donc en fait on craint encore plus pour eux et donc ça ajoute vraiment une tension, du suspense et ça devient encore plus un page-turner aussi pour ces raisons-là. Voilà, donc bon, moi j'ai vraiment beaucoup aimé Charcot et maintenant je me tiens prête pour Lucas qui est encore un bon petit pavé et puis bah, après on découvrira La Faille. Je crois que La Faille est un peu plus petit mais on verra. Voilà, donc c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter aujourd'hui. La lumière a peut-être changé pour ce dernier livre, j'ai eu un souci, j'ai été obligée d'enregistrer à un autre moment. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que ça passe quand même. Je vous souhaite de très bons moments lecture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, à la partager et tout, vous le savez. Et puis bah, on se retrouve très vite parce que j'ai encore plein de choses à vous dire dans d'autres vidéos. Voilà, à bientôt.